Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un Tyrannosaurus, c'est simplement le séisme de voir Valou enfin commencer Game of Thrones. 8 ans, 8 ans, putain, mais où est-ce que j'étais pendant 8 ans? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau format, l'instant Game of Thrones. Oui, ce n'est pas très original par rapport à mes instants Walking Dead, mais on fera avec. Un format, et là on peut le dire clairement, un Winter is Coming que j'attendais depuis longtemps. Ça fait depuis l'été dernier que j'ai envie d'entamer Game of Thrones et enfin j'ai eu le temps de m'y mettre. Et c'est pour ça que je vous propose cette toute nouvelle formule, puisqu'à partir de maintenant et avant de commencer cette vidéo, petite annonce semble-t-il saillante, il y aura tous les 15 jours, 3 semaines, mais il y a de grandes chances que ce soit tous les 15 jours, un instant Game of Thrones qui parlera d'un des sujets qui m'a le plus marqué au cours des saisons que je serai en train de regarder. Parce que je sais très bien ce que vous allez vous dire, finalement tout a déjà été dit sur Game of Thrones, toutes les théories sont faites sur Game of Thrones, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Valou avec sa bite et son couteau, que peut-il apporter à cet édifice? Eh bien j'essaierai d'apporter mon analyse, mon point de vue sur quelque chose qui m'a marqué, sur quelque chose que j'ai énormément apprécié au cours de la saison, de façon assez cinématographique, un petit peu comme je fais en général avec Breaking Bad ou Walking Dead, et aujourd'hui, puisqu'on parle cinéma, forcément vous vous doutez bien que ce premier sujet, je pouvais pas passer à côté. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Pour cette première saison, je peux pas vous dire que le choix du sujet était vraiment difficile, car l'analyse du jour portera sur l'homme qui, bien avant que l'hiver arrive et avec lui ses nombreux spoilers, me donnait déjà envie de plancher sur la série, Ned Stark. Emblématique et puissant, il y avait en Sean Bean ce culte du Seigneur des Anneaux qui en faisait l'acteur idéal pour ce genre de rôle. Car oui, d'une certaine façon, notre empathie pour Boromir en faisait l'affect immédiat du spectateur. Mieux, il devint au fil des épisodes la conscience du public, l'homme vers lequel notre humanité allait se tourner à travers une série d'événements à couper le souffle. Et ça, c'est déjà un point fort indiscutable. Enrôler l'homme capable d'anticiper l'affection du spectateur. Alors effectivement, avec une intro comme ça, on se doute bien que Ned Stark, c'est pas le mauvais bougre. Oh, c'était somme toute le gars bien, il avait la tête et les jambes, hein. Surtout les jambes maintenant d'ailleurs. Aussi impressionnant fut-il, il y a un grand paradoxe autour de Ned Stark, celui d'un monde où les gentils finissent derniers. Car son évolution nous questionne sur la place de l'humain au cœur d'une société basée sur le mensonge. Doté d'un sens de l'honneur inébranlable, la question est donc de savoir comment cette dualité entre le devoir et la famille l'amèneront non seulement à sa perte, mais à un acte fort déclarant la guerre au cœur des royaumes. Oui, non mais voilà, oui, non mais maintenant je pense qu'on a compris pour Boromir, hein, enchaîne. Ned Stark, c'est avant tout un profond respect des traditions, qu'il ne peut guider vers d'autres desseins que la loyauté. Fierté des peuples du Nord, les problèmes du roi passèrent toujours avant les siens, chose qu'il acceptait malgré lui, quitte à s'éloigner d'une épouse aimante et de ses enfants. En peu de temps, il est donc intéressant de voir que les scénaristes nous proposent un personnage ambigu, complexe, et d'un honneur bafouant parfois sa simple condition d'être humain. Toute l'imagerie de cette première saison s'organisera d'ailleurs autour de l'homme qu'il aurait pu devenir, s'il n'avait pas une telle force de caractère et un attachement particulier pour sa situation. C'est ici, et ce dès le deuxième épisode, que la mise en scène nous offre un premier exemple de son statut. Victime de la fourberie des Lannister, Bran, son fils, demeure inconscient, cloué au lit après sa chute. D'abord absent une longue partie de la séquence, son arrivée n'est que tardive, dans un arrière-plan à peine dévoilé par l'objectif, et éloigné du cercle familial qui se dessinait entre Bran, Snow et Catelyn. La composition du plan le laisse donc loin de la situation, une distance que l'on peut aussi comparer à son rôle de main du roi, quittant sa famille malgré les doutes de son épouse. Il ne reviendra d'ailleurs au centre du cadre non pas pour rassurer sa femme, ce serait trop facile, mais bien pour confirmer son départ, meurtri par l'appel de l'honneur. À cet instant, et sans un regard pour son fils, Ned nous montre une première indication. Nous devons faire face à un homme encore plus dur avec lui qu'avec les autres, par simple loyauté pour le trône. That's what men always say when honor calls. You do have a choice. And you've made it. Pourtant, ce ne seront pas ses décisions personnelles, mais bien les événements gravitant autour de lui qui dévoileront peu à peu un homme se livrant alors à une douceur nouvelle. On le devine de plus en plus humain, notamment au travers de plusieurs séquences avec Arya, ainsi que sur sa distinction avec d'autres protagonistes comme les Lannister ou Khal Drogo. Alors on y reviendra probablement dans une prochaine vidéo, mais faut savoir que le Khal Drogo, il a beau arracher des mâchoires avec la main, le mec est au moins aussi fertile que Rick Grimes quand il a envie d'enfanter. Hein. Car la richesse de Game of Thrones est de nous représenter à nous, spectateurs, le caractère de plusieurs personnages, non pas par leurs actes, mais par leurs opposants. C'est par une caméra dévoilant la fourberie des Lannister, par exemple, ou la dureté du peuple d'Othrakis, que la balance penche vers le poétique quand elle se dirige vers Stark. N'oublions pas que nous sommes à une époque où les hommes devaient être fermes avec leurs fils, non pas par plaisir, mais par apprentissage, survivre et protéger sa
famille. Son duo avec Arya représente donc énormément pour le personnage, où il laissera son émotion l'envahir uniquement ici, lui qui ne peut nulle part ailleurs montrer signe de faiblesse ou même d'amour. Your sons shall be knights and princes and lords. No. That's not me. Oui, aussi rebelle soit-elle, Arya est à Stark ce qu'il ne dévoilera jamais aux autres, y compris à sa femme. Une touche de fierté, de courage et d'humanité. La naïveté finalement dont il manque en tant que main du roi. Et c'est à ce moment précis que la question ultime se pose, l'humanité et le devoir sont-ils responsables de sa perte? L'analyse commence avec la volonté du roi de tuer Daenerys, une solution, disons, drastique. L'enjeu de cette séquence rappelle alors au spectateur la précarité d'un sentiment fraternel face au principe que peut avoir un homme. Pour la première fois, il n'hésite pas à aller à l'encontre du roi et du fait inclut directement le spectateur dans sa décision. Au-delà d'une position inconfortable auprès d'un roi délaissant ses fonctions, c'est bien cet honneur et ce sens des principes qui pose problème. Quelle est ici la place de l'honneur? Est-elle pour sa conscience ou son roi? Cependant, Eddard devra aussi prendre des décisions difficiles, et l'agression de son fils, son combat contre Jaime ou sa position face à Daenerys pèsent sur ses épaules. Oui, les actes se font de plus en plus durs, et au-delà de ses blessures face à Lannister, il est intéressant de voir le jeu de mise en scène autour de sa canne une fois intendant. Si l'on va plus loin que la simple image dans le cadre, on peut imaginer sans problème que celle-ci lui permet de rester debout. Quand il parvient à se dresser grâce à elle, il dicte enfin sa façon de gouverner, celle-ci lui donnant une dernière chance de laisser place à sa vision des choses. L'idée serait alors d'y voir un parallèle entre sa condition physique et sa loyauté. Les deux se veulent fragiles, mais se battent grâce à la canne pour leurs principes. C'est bien là le premier signe d'humanité que dessinera Game of Thrones au cœur de sa saison. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Et alors là, c'est là que tout l'univers des royaumes se joue. Tout sur une seule réplique. Ironie du sort, et ne voulant pas croire au pire, il n'y aura à cet instant que Stark pour ne pas voir que dans ces fameux jeux de trône, torture psychologique, Cersei nous dévoile déjà l'issue d'une saison où la guerre sera inéluctable. Que l'on parle de dupe, de tromperie ou de barbarie, les gentils ne peuvent contrôler par la douceur ou même par l'honneur. Sa mort intervient donc comme quelque chose d'inévitable et propose une réponse terrible à cette fin de saison. Il était impossible que les Stark sortent victorieux d'une confrontation où la ruse dominait l'honneur. Les pions mis en place par les Lannister se posaient déjà peu à peu sur l'échiquier, jouant sur la dévotion sans égale de Stark vis-à-vis du trône, Ned l'homme droit, sage et humain dupé par une fourberie environnante. Au final, on pourrait même faire du destin d'Eddard une leçon implacable, sois proche de tes ennemis et encore plus proche de tes adversaires, jusqu'à la construction d'une scène finale où la dernière place de tendresse demeure le plus loin possible du cadre, Arya. Par sa présence éloignée et qui ne pourra d'ailleurs pas voir l'exécution de son père, l'histoire tente de garder intacte l'innocence d'une fille et celle du spectateur. Une innocence évidemment impossible au moment même où le 10e épisode démarre et où le public se verra attribuer une question de choix et de fidélité. À cet instant, Game of Thrones demande à son audience de prendre un réel parti, le loup ou le lion. Responsable de sa chute mais aussi du couronnement des Lannister, Ned Stark était donc un personnage charismatique, valeureux, mais dont la gentillesse fut le symbole d'une société où les gentils finissent bel et bien derniers. Voilà donc pour cette toute première analyse. Je l'ai consacrée à Ned Stark parce que oui, j'aurais très bien pu vous dire que la première saison de Game of Thrones est vraiment très bonne. Oui, j'aurais pu vous dire que j'ai rarement vu une telle capacité dès le premier épisode à amener, amorcer et créer un univers pour lequel le spectateur va vraiment prendre parti. Je comprends maintenant l'institution autour de Game of Thrones, j'ai vraiment hâte de commencer la saison 2. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cette saison, je voulais quand même saluer le travail de Sean Bean qui pour moi incarne en nuance un Ned Stark que j'ai trouvé immense. Alors dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, c'est très important. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pilote un petit peu des instants Game of Thrones? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensiez de ce bon vieux Stark, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo. Sean Bean, un jour il ne mourra pas, peut-être.